Outsider, oui clairement le Canada est un outsider de cette Coupe du Monde et de ce groupe très francophone avec la Belgique, le Maroc mais également la Croatie. Alors quand je pense au Canada, bien évidemment je pense à la Coupe du Monde 1986, ce match face à l'équipe de France et ce but de Jean-Pierre Papin, le premier de sa carrière internationale, le premier d'une très longue série. Quand je pense au Canada, je pense aussi à cette Coupe du Monde 2026 que le Canada va accueillir en co-partenariat, en co-organisation avec les États-Unis et le Mexique. Alors, ce Canada, certes inexpérimenté, va disputer sa deuxième Coupe du Monde. Est-ce que c'est un outsider et peut-il passer la phase de groupe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Qui va remporter la Coupe du Monde. Aujourd'hui au programme, le Canada, son ambition, son héritage, sa forme du moment, ses forces, ses faiblesses. Et en fin de vidéo, je vous partagerai mes prédictions, mon avis sur le calendrier qui l'attend et de savoir justement s'il va être en capacité de pouvoir passer cette phase de groupe. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Vous pouvez avoir toutes les dernières informations, suivre les matchs en temps réel, obtenir les statistiques en temps réel et bien évidemment suivre cette Coupe du Monde qui va débuter dans moins de 2 mois. N'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite, disponible sous iOS et Android avec le lien qui est dans la description. Alors, on commence tout de suite par l'héritage et les objectifs que peuvent se fixer cette équipe canadienne. Cet héritage en Coupe du Monde, il est bien maigre, mais on va commencer par la carte d'identité. Et le surnom de cette équipe canadienne est les Canucks. Au classement FIFA, elle est 42e. Au classement CONCACAF, elle est 4e derrière le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Son sélectionneur, c'est John Herdman. Sa meilleure performance en Coupe du Monde, c'était en premier tour en 1986 et elle a remporté 2 fois la Gold Cup. Alors on revient bien évidemment sur cette Coupe du Monde 1986. C'était un échec pour cette équipe canadienne qui l'a disputée pour la première fois. 3 matchs, 0 but marqué, 3 défaites, 5 buts encaissés. C'était un échec, mais cette équipe canadienne, elle a permis à ses supporters d'être ravis. Après, il y a eu une grande phase d'ombre pour cette sélection canadienne, 36 ans avant de disputer cette prochaine Coupe du Monde au Qatar. Une grande phase d'ombre avec de nombreuses défaites, mais depuis que John Herdman est devenu le sélectionneur, eh bien cette équipe a progressé et c'est le mot progression qui est important à garder en tête pour cette sélection canadienne. On a une équipe qui est passée du 92e rang au classement FIFA en 2018 au 42e aujourd'hui et c'est une équipe qui regardait en Gold Cup. Alors on a parlé du palmarès tout à l'heure, elle l'a remporté en 85 et en 2000. Sur les 3 dernières compétitions, elle a fait quart de finale et demi-finale. Ça veut dire que c'est une équipe qui progresse et qui peut justement avec ses jeunes talents espérer quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Il y a un point assez amusant dans cette équipe canadienne, c'est qu'aucun joueur n'était né en 1986 lorsque le Canada a participé à sa première Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a une équipe très jeune, peut-être inexpérimentée, mais qui va justement construire son expérience pour aller ensuite organiser cette Coupe du Monde dans maintenant 4 ans. Alors, regardons la forme du moment. Cette équipe canadienne, elle s'est qualifiée face à la Jamaïque en gagnant 4 buts à 0. Elle a ensuite perdu 1 à 0 alors qu'on était déjà qualifié. Elle a ensuite gagné face au Curaçao 4 à 0 et perdu face aux Honduras malgré un match qu'il a dominé. Le Canada va réaliser 3 matchs amicaux avant le début de la compétition face au Qatar ce vendredi, face à l'Uruguay mardi prochain et un dernier match face au Japon juste avant le début de la compétition. Alors bien évidemment pour moi l'objectif de cette équipe canadienne sera de passer le premier tour. Est-ce qu'elle en sera capable? Eh bien on va l'étudier bien évidemment à travers ses forces et ses faiblesses. Et nouveauté sur ses forces et ses faiblesses, on va essayer de voir quel peut être le 11 titulaire. Vous me l'avez demandé en commentaire ici, vous me l'avez demandé sur Twitter
et je vous ai pondu justement ce 11 probable du côté du Canada avec Borjan qui sera dans les buts, une défense à 4 avec Adokugbe et Miller Vitoria dans l'axe central et Johnston sur le côté droit, un milieu composé d'Hutchinson, Eustáquio, Buchanan et Alphonso Davies dont on va reparler, Jonathan David et Larin devant dans un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 avec justement la volonté de contrôler la profondeur. Dans cette équipe, John Herdman va pouvoir capitaliser justement sur un élément, une force majeure, ce sont les contre-attaques. 9 buts sur les 18 marqués ont été marqués en phase de contre-attaque. 50% des buts ont été marqués justement sur ce type de jeu. Et ça, c'est un élément déterminant. C'est même la principale force de cette équipe canadienne qui peut capitaliser sur des éléments de vitesse. Jonathan David, qu'on connaît bien dans le championnat de France avec le LOSC. Alphonso Davies, qui, on l'a vu sur la tactique, joue un cran plus haut que lorsqu'il joue avec le Bayern Munich. Alphonso Davies qui amène justement cette profondeur avec son pied gauche, qui amène justement cette vitesse. Et cette vitesse, c'est un élément fort de cette équipe canadienne. Je rappelle, 50% des buts marqués en contre-attaque, ça veut dire qu'on a un bloc qui peut récupérer sur les buts que j'ai vus, qui peut récupérer le ballon très haut et rapidement justement mettre à mal la défense adverse, ou alors justement être en bloc bas et capitaliser sur la vitesse des joueurs qu'on a cités. Ça, c'est un élément que la Belgique, le Maroc et la Croatie vont devoir faire attention, mais il y a une deuxième force qui est importante, ce sont sur les coups de pied arrêtés. On a une équipe qui a marqué 7 de ses 18 buts sur coups de pied arrêtés, qu'ils soient directs ou indirects. Ça veut dire qu'on a une vraie densité physique qui va intégrer la surface de réparation. Ça veut dire que cette équipe du Canada va pouvoir être très dangereuse sur corner, sur coup franc. Attention bien évidemment au penalty, et elle est dangereuse dans la surface de réparation avec soit des buts de la tête, soit du pied. Et surtout une diversité de buteurs différents. On a une vraie profondeur de banc au milieu ou dans l'attaque de cette équipe canadienne. Et ça, ce sont des éléments qui vont compter face à des adversaires qui sont, eux, bien plus expérimentés. Au niveau des faiblesses, il y a des interrogations bien évidemment sur la défense centrale. Sur les 5 derniers buts encaissés, on a la défense centrale qui a été mise aux abois à chaque fois. Cette défense qui a été prise soit dans les duels aériens, soit au sol à travers différents centres. Et ça, c'est un point qui m'a marqué lorsque j'ai étudié justement cette défense centrale du Canada. C'est un point sur lequel il va falloir faire attention. Faire attention dans les phases de jeu, faire attention également sur coups de pied arrêtés, même si sur ces coups de pied arrêtés, on a senti justement cette équipe qui était moins en difficulté que dans les phases de jeu. En tout cas, c'est un élément important, cette défense centrale. On m'a également précisé qu'au niveau de la défense centrale, il y avait une profondeur de moins qui était moindre par rapport à celle du milieu et de l'attaque. Et ça pouvait être évidemment pénalisant du côté de cette équipe canadienne. Le deuxième point que j'ai pu noter, c'est évidemment cette inexpérience. Inexpérience au très haut niveau. On a certes des joueurs qui ont déjà disputé la Ligue des Champions, comme Jonathan David la saison dernière avec le LOSC. On a bien évidemment le joueur central Alphonso Davies qui lui a été élu sportif de l'année au Canada après sa victoire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, c'était en 2020 pardon. On a des joueurs qui manquent d'expérience au très haut niveau, même si on a un Eustáquio au niveau du milieu de terrain qui devient titulaire avec le FC Porto, qui joue en Ligue des Champions avec le club portugais. Ça manque encore de consistance et ça pourrait bien évidemment être pénalisant face à la Belgique qui fait office de favori sur le papier dans ce groupe. Alors justement, quel va être mon avis et quelles seront mes prédictions concernant ce groupe? Eh bien, dans un premier temps, on va regarder le calendrier et on a cette équipe du Canada qui va rentrer en jeu en lice face à la Belgique le 23 novembre. Ensuite, elle rencontrera la Croatie et elle terminera par un match face au Maroc. Évidemment, sur le papier, on a l'impression que la Belgique est favori. On a une équipe de Croatie qui, elle, est la dernière finaliste de ce mondial en 2018. Et on a une équipe du Maroc qui se retrouve avec un renouveau, avec son nouveau sélectionneur, Regragui, qui a remplacé, lui, Vahid Halilhodžić. Alors, cette équipe canadienne, elle a moins d'expérience naturellement sur le papier et elle va rencontrer le favori, la Belgique. C'est un match d'entrée qui va être très délicat. Elle peut prendre confiance, mais sur le papier, je vois plutôt la Belgique l'emporter, même si on a une Belgique qui peut être vieillissante. On va l'étudier dans les tout prochains jours, justement, dans cette série.
On a ensuite un match face à la Croatie qui sera déjà un match coup près si le Canada a perdu le premier match. Et on a une Croatie qui est elle aussi vieillissante, mais on a une Croatie qui a une base solide. Alors, est-ce que la jeunesse canadienne va pouvoir justement mettre à mal l'expérience de cette Croatie? Ça peut être possible. Et on pourrait se retrouver dans ce groupe qui est très homogène avec une finale face au Maroc. Un Maroc qui a de grandes qualités pour se qualifier, espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Et on pourrait se retrouver justement entre un Maroc et une équipe du Canada qui disputerait cette finale, un 16e de finale en quelque sorte, pour espérer aller chercher une place en huitième. Pour moi, le Canada est un réel outsider de cette Coupe du Monde, avec ses jeunes joueurs, avec ce dynamisme, avec cette volonté justement d'être contre-attaquant, et on le sait dans ce premier tour. Plutôt que de faire le jeu, laisser le jeu à ceux qui ont la capacité de pouvoir maîtriser le ballon, je pense à la Belgique et à la Croatie, et ensuite justement piquer en contre-attaque. Est-ce que cette inexpérience sera pénalisante? C'est une vraie question. En tout cas, pour moi, le Canada ne sera pas très loin de pouvoir passer en huitième de finale. Si je dois me mouiller, je pense que le Canada restera à quai lors de cette Coupe du Monde, mais ça ne se jouera pas à grand chose avec le Maroc et la Croatie. Et il pourrait même y avoir une surprise parce que les quatre équipes me semblent très proches. Je ne vois pas la Belgique aussi haute que ça et je ne vois pas le Canada si faible que ça par rapport à son inexpérience. Donc je dirais Canada deuxième ou troisième dans cette compétition. Vous voyez, c'est assez difficile pour moi. Dites-moi en commentaire si vous pensez voir le Canada sortir de cette poule. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu en laissant un pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup pour le développement évidemment de cette série. Et puis je voudrais remercier Antoine Latran qui est journaliste et qui m'a aidé justement pour la conception de cette vidéo avec son avis sur le Canada. Vous retrouverez son lien en description et n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur qui va remporter la Coupe du Monde. Ciao!